Le postulat de Secret Wars est donc qu'après la destruction des mondes, un nouvel univers, Battleworld, a été créé par Doom, qui en est le dieu roi incontesté. Il supervise des baronnies qui sont autant d'univers alternatifs, de what if comme en narrait autrefois le gardien Uatu. On pourra même retrouver dans chaque histoire des versions différentes des héros, comme si ces mondes étaient complètement indépendants les uns des autres, ou comme si Axel Alonso, l'éditeur en chef de Marvel, n'avait pas que ça à foutre de vérifier la cohérence de l'ensemble et avait trouvé une très bonne excuse. Chaque domaine du Battleworld va avoir sa série dédiée complètement nouvelle. Du coup, on va avoir un ensemble assez surprenant, hétéroclite et évidemment plutôt inégal. Alors pour vous éviter d'acheter 49 séries, on va vous aider à faire un peu le tri. On vous a déjà dit que la série centrale Secret Wars était bien faite et plutôt importante pour comprendre l'ensemble. Par contre, vous pourrez carrément vous passer des séries Battleworld et Secret Wars Journal qui incluent chacune deux petites histoires qui sont ni particulièrement importantes ni très bien écrites en général. Future Imperfect par Peter David et Greg Land se déroule dans le futur où Hulk est devenu le tyran nommé Maestro. Un petit groupe de mutants dont Ruby Summers, la fille de Cyclope, tente de s'opposer à son règne. Mais comment lutte-t-on contre un Hulk plus puissant que jamais et diaboliquement intelligent ? Et si qu'on dirait que Captain America, ça serait un gladiateur dans les arènes d'arcade et qui serait monté sur un dinosaure tout rouge et qui irait friter du Hulk pour retrouver Bucky. Et si qu'on dirait que c'est interdit de prendre de la drogue pendant les réunions édito de Marvel, hein ? Et pourtant, sur ce postulat plus que douteux, Sam Humphries et Mark Laming nous construisent une histoire intéressante, originale et dont j'attends impatiemment la suite. Dans Squadron Sinister, la version maléfique de l'escadron suprême règne sur une baronnie tyrannique. Son baron se fait d'ailleurs appeler King Hyperion et extermine impitoyablement tous les rivaux des provinces environnantes. L'histoire est très violente, sombre et on nage dans une ambiance très paranoïaque à la 1984. Le scénario de Mark Guggenheim est très bien servi par les dessins de Carlos Pacheco. Vous aimez les zombies ? Il y a de quoi en bouffer. Alors d'abord vous avez une nouvelle série Marvel Zombies qui met en scène la chasseuse de monstres Elsa Bloodstone. Personnellement je préfère nettement le traitement qu'en avait fait Warren Ellis dans l'excellentissime Next Wave. Par contre on a aussi une série au nom improbable, Age of Ultron versus Marvel Zombies. Et là c'est dessiné par Steve Puck et c'est ma foi pas mal du tout avec une ambiance assez glauque. Mais de toute façon la référence c'est celle dont je vais vous parler dans Tales from the Vault, à savoir les vieilles séries de Marvel Zombies. Old Man Logan, écrit par Brian Bendis pour changer et dessiné par Andrea Sorrentino, prend la suite de la série du même nom de 2009. On retrouve ici un vieux Wolverine aussi ravagé par la vie que le paysage désertique et post-apocalyptique dans lequel il évolue. Entre western et road movie, Logan évoque irrésistiblement un mélange entre le Clint Eastwood d'impitoyable et le Mad Max des deux seuls films de la franchise. Mais non, il y en a eu d'autres. Rajoutons à cela un humour très noir, assez subtil, beaucoup d'allusions à l'univers Marvel et les couleurs belles et surprenantes de Marcello Maiolo et on obtient quelque chose qu'il faut absolument lire, sauf dans le cas aberrant où vous n'aimeriez pas Brian Bendis. Alors, mais DCU, qu'est-ce donc ? Eh bien tout simplement, depuis le reboot de DC en 2011, pratiquement toutes les séries qu'ils ont lancées par la suite ont été des échecs. Alors ils ont décidé de remettre le couvert, et au lieu d'annuler toutes leurs séries, ils en ont annulé quand même la moitié. Du coup, d'un côté, on a une vingtaine de numéros 1, et de l'autre côté, on a une vingtaine de numéros 41. La principale surprise de l'univers DC post-convergence, c'est l'abandon de la continuité intersérie. C'est-à-dire que le Batman que vous allez rencontrer dans la série Batman n'est pas le même que celui que vous allez rencontrer dans Justice League of America, qui n'est pas le même non plus que celui que vous rencontrez dans Justice League. Les origines de Wonder Woman ne sont pas les mêmes dans le titre Wonder Woman que dans Justice League. Donc soyez prévenus car ça peut être un peu déconcertant. J'ai lu pour vous les numéros 41 de Superman, Batman, Wonder Woman et Flash, ainsi que les numéros 1 de Justice League of America, Starfire, We Are Robin, Batman Son of Robin et Black Canary. Alors, pour la faire courte, en gros, tous les numéros 41 sont mauvais et tous les numéros 1 sont bien. Je vous avais promis une critique du Batman 41, donc là voilà. Grosse déception. Moi, j'étais pas hostile au changement de direction drastique. Batman, ça fait 25 ans que ça raconte à peu près tout le temps la même chose, donc un peu de changement, ça pouvait pas faire de mal. Sauf qu'à la lueur de cet épisode, on ne voit pas au profit de quelle histoire tous ces changements ont été mis en œuvre. Les motivations du personnage principal ne sont pas très claires, donc on a du mal à avoir de l'empathie pour lui.
Ça pourra peut-être s'arranger dans les épisodes suivants, mais là, en l'état, j'ai pas envie de lire la suite. Pour ce qui est de Flash et Wonder Woman, les deux séries sont mal écrites et mal dessinées, donc je ne saurais pas vous les conseiller. Superman 41, étonnamment, est intéressant. Le récit est un flashback, mais ce n'est pas dès ce numéro que l'on apprend comment l'identité de Superman a été révélée. Là, j'ai eu envie de lire la suite. Si vous êtes fan de Superman, vous ne manquerez pas cet épisode. Mais passons au numéro 1 et aux bonnes choses. Justice League of America nous propose un Brian Hitch égal à lui-même, avec des planches cinématiques époustouflantes et d'autres cases bâclées. Mais c'est le scénario qui retient notre attention en créant une sensation de véritable danger pour nos super-héros. Vous pouvez acheter les yeux fermés, vous m'en direz des nouvelles. Starfire, la série girly par les mêmes auteurs que Harley Quinn. Je la détestais déjà d'avance. En fait, les dessins sont très sympas. Et le numéro 1, à la manière d'un pilote de série télé, décrit bien les principaux protagonistes. Malgré des dialogues qui sonnent souvent faux, on se prend à vouloir lire la suite. Si vous aimez Harley Quinn, n'hésitez pas, sinon, essayez autre chose. Robin Son of Batman est donc la suite de Batman et Robin, sans Batman et sans son scénariste. Et donc, c'est bien. Patrick Gleason, visiblement motivé, livre de très belles planches, introduit une nouvelle némésis intéressante pour Robin et approfondit la mythologie de Damian Wayne. Là, que vous soyez un fan ou pas fan, si vous aimez la bande dessinée, ça devrait vous plaire. Black Canary. Malgré des dessins dans un style auquel je n'accroche pas trop, l'idée de faire de Black Canary une chanteuse dans un groupe de rock en tournée crée de suite un contexte totalement inhabituel pour une histoire de super-héros. Il est un peu tôt pour savoir ce que ça va donner, mais si vous voulez tenter quelque chose de différent, pourquoi pas ce titre. We Are Robin, la surprise du lot. Le dessinateur Lee Bermejo passe au scénar pour nous proposer l'histoire d'un adolescent orphelin qui n'est pas Bruce Wayne, qui n'est pas milliardaire, et donc traverse l'enfer des services sociaux américains. Le contexte original et le réalisme social inhabituel sont servis par des dessins dynamiques au style un peu cartoon. Si vous aimez les histoires d'adolescents angoissés, n'hésitez pas. Voilà mes chers comic strippers, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection, et revenez nous voir au prochain numéro où vous trouverez encore plus de conseils de lecture.